30 juin 1960, 30 juin 2026, 66 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, quelle lecture faisons-nous aujourd'hui? Quel bilan, quel acquis avons-nous aujourd'hui? Je reçois pour vous sur ce plateau certains analystes politiques avec qui nous allons essayer de débattre sur les sujets, mais nous allons aussi parler d'un phénomène qui s'est fait aujourd'hui dans les entreprises avec les étrangers, et aussi nous n'allons pas oublier les procès à venir pour Monsieur Constant Mutamba. Voilà, je reçois pour vous Monsieur Gilbert Kaninda, qui est sur ce plateau, qui est un analyste politique indépendant. Monsieur Gilbert, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jourdain, bonjour aussi à mon co-débatteur qui est avec moi sur le plateau, bonjour aussi à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous font toujours confiance pour parler de la République. Voilà, Monsieur Junior Meji, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jourdain, je suis ému d'une compassion positive d'être encore une fois de plus sur cette tribune nationale tout comme internationale, afin de décortiquer sur un repas traditionnel qu'on appelle ici, on en parle, qu'il me soit ainsi permis de saluer aussi mon co-débatteur en face. Je pense qu'avec lui, on va quand même essayer de décortiquer sur une thématique qui prend beaucoup de la gravité, de la sensibilité, aussi de l'ampleur par rapport aux 66 ans d'indépendance de notre pays, notre impact en étant comme les jeunes, qu'est-ce que nous avons apporté, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Voilà, je rappelle que vous êtes cadre de la NOJEC, parti cher à Constant Mutamba. Vous êtes le président de la Ligue des jeunes au Katanga. Exactement, merci beaucoup pour les compliments. Je suis le vice-président de l'interfédération. Donc nous coordonnons d'abord la Ligue des jeunes pour la province du Haut-Katanga par rapport au parti politique cher à l'autorité morale qui est Maître Constant Mutamba, l'ancien ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux. Voilà. Alors, je commence avec vous, Monsieur Gilbert. 66 ans après, quelle est votre lecture aujourd'hui de notre indépendance en République démocratique du Congo? Monsieur Jourdain, je pense que 66 ans après notre indépendance, le pays a connu quand même des évolutions sur le plan politique. Quand bien même il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des institutions, il y a eu beaucoup de crises institutionnelles, aussi crises sécuritaires. Mais laissez-moi vous dire quand même que nous avons connu quand même quelques avancées, quelques progrès, notamment avec la première alternance pacifique de 2019, aussi les élections de 2023. Tout cela montre quand même que dans notre pays, après l'indépendance, il y a eu des avancées, puisqu'il faut noter qu'avant cette première alternance pacifique de 2019, le pays a été vraiment secoué par la dictature du fait maréchal Mobutu et aussi les incapacités, si on pouvait le dire ainsi, des autorités avant eux. Mais aujourd'hui, quand même, on peut féliciter notre progression politique. Là, nous avons vu le pays qui était déjà enterré après quelques années, aujourd'hui commence à redorer son image à l'international. Donc, si on parle de l'alternance politique aujourd'hui, c'est qu'avant l'alternance de 2019, on n'avait jamais vu dans ces pays un président sortant et un président entrant faire des remises et reprises comme nous l'avions vécu. C'est comme je venais de le dire, c'est la toute première. Puisqu'il faut noter que juste après l'indépendance, c'est le président Mobutu qui a eu à diriger le pays. À un moment donné, je parle du président Kasavubu. Oui. Après un moment, c'est le président Mobutu qui a pris le pouvoir. Vous-même, vous savez dans quelles conditions le pouvoir a été pris par le président Mobutu. Et aussi, à une longue durée de 32 ans du pouvoir, du règne du président Mobutu, c'était la dictature, c'était la misère dans les cadres politiques. Donc, tout ça ne facilitait pas notre pays à grandir dans la démocratie. Mais quand même, il faut noter que juste après après 2019, il faut attendre jusqu'à 2019 pour voir cette première alternance pacifique du pouvoir qui a été toute une réussite dont le président honoraire Joseph Kabila a été au four et au moulin. Donc, il faut saluer quand même cette avancée politique. Voilà. Alors, honorable Gilbert Kaninda, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons compter sur cette alternance comme un acquis? Est-ce que nous pensons revoir la même alternance peut-être après 2028?
Et c'est ça même ce qu'on venait de dire, puisque comme quand il y a déjà eu la première, attendons-nous à la deuxième, et ainsi de suite. Quand est-ce que le pays grandit dans la démocratie? Le pays grandit dans la démocratie lorsqu'il y a la succession des événements comme les élections. Vous pouvez voir avec le vieil démocratie, je parle ici des États-Unis, de la France ainsi que d'autres pays. Là-bas, la démocratie n'est pas comme chez nous, puisque nous, on peut quand même le dire ainsi, notre démocratie est encore trop jeune, trop petite. Il a fallu qu'il y ait des alternances pacifiques de distance du jour au jour, du jour au lendemain pour que notre démocratie grandisse. Et là, on doit catégoriquement consolider et penser, déjà dire que ce sont des acquis de la démocratie de notre pays après quand même 66 ans de l'indépendance. Avec des débats sur le changement de la Constitution, tout ce qu'il y a, vous pensez réellement qu'on peut revivre l'alternance politique civilisée en 2028? Déjà, notre constitution n'interdit pas qu'on la révise. Ça, c'est une question. Notre constitution n'interdit pas qu'on la révise. Ici, on parle du changement. Non, ça veut dire l'ordre constitutionnel va être chamboulé, on va basculer vers la 4e République, tout ça. Effectivement, quand on parle de la révision de la Constitution, vraiment, on ne peut pas dire on va changer. Mais quand on révise, vraiment, il y a des choses qu'on va changer. Alors ça, c'est un terme quasiment politique, mais laissez-moi vous dire que ces changements ou cette révision de la Constitution ne va pas faire à ce que la démocratie puisse reculer, puisque nous avons vu déjà ça avec d'autres pays. La France elle-même, qui est une vieille démocratie, si vous regardez dans son parcours, la France a connu plusieurs modifications de la Constitution. Cela n'a pas réduit ou freiné la démocratie de la France. Aujourd'hui, on peut compter d'ailleurs, il y a des spéculations qui disent que notre Constitution a une partie des articles venant de la France et aussi de la Belgique. Cela prouve à suffisance que la France a avancé en matière de la démocratie. Par contre, c'est les personnes qui pensent que le fait de changer la Constitution, cela réduirait encore les chances de voir cette alternance pacifique. Mais moi, surtout quand certains parlent du 3e mandat du président de la République. Écoutez, jusque-là, le président lui-même ne nous a pas parlé du 3e mandat. Nous ne pouvons pas quand même prendre les barbus des autres. Il a quand même dit si le peuple... Oui, c'est nous le peuple. Le peuple est souverain. Lorsque le peuple décide, même si la Constitution est là, le président doit faire ce que le peuple a dit. Mais jusque-là, nous n'avons pas vu ce peuple-là entrer sur la rue parler du 3e mandat. Il y a eu quand même quelques petits groupes de gens, c'est normal dans la démocratie. Nous ne pouvons pas le faire taire parce qu'ils ont parlé du 3e mandat. Mais notre constitution ne nous permet pas d'avoir le 3e mandat. Mais je pense que le président, c'est quelqu'un qui comprend bien la constitution et il fera ce que cette alternance puisse avoir encore lieu pour la 2e fois. Voilà, je vais vous revenir pour voir sur d'autres aspects en dehors de la politique, voir si le pays a avancé, notamment sur le plan économique et autre chose. Le temps pour moi de prendre M. Junior. M. Junior, quelle est votre lecture 66 ans après notre indépendance? Merci beaucoup, M. Jourdain, pour cette question. Je pense d'abord que depuis l'accession des indépendances, nous habitons le royaume de tous les paradoxes. Ça, je l'affirme. Parfois, les républiques en Afrique sont toujours monarchiques. Les démocraties qu'on appelle ici, qu'on nous présente, on peut dire, sont toujours dictatoriales. Nous sommes en 1960, lorsqu'on a proclamé le Congo comme un pays indépendant, à qui on a remis la responsabilité au fils digne du pays pour le diriger. Mais 4 ans plus tard, les Congolais n'ont pas si réussi à mettre sur pied un bon système démocratique qui est basé sur la méritocratie. C'est par là que tu as vu que Mobutu est parvenu à prendre même les armes afin de renverser le régime de M. Kasavubu. Mobutu aussi, une fois qu'il est venu au pouvoir, au lieu maintenant qu'il s'intéresse aux choses les plus importantes pour définir de bonnes politiques économiques, sociales, éducatives, tout comme sanitaires, il a voulu d'abord s'en occuper, devenir fort par rapport à son pouvoir. C'est pourquoi nous étions dans un système politique dictatorial imposé par Mobutu pendant l'apogée de 32 ans. Kabila le père aussi, comme souvent Léopold Senghor l'avait dit, la motion est nègre mais la raison est hélène.
ils n'ont pas parlé même langue, ils n'ont pas parlé quoi ici, le même langage. Il est aussi parvenu à être intoxiqué par les gens qui ont voulu exploiter les minéraux du Congo d'une manière illicite sans notre consentement. Mobutu aussi est renversé. Vous comprenez l'enchaînement, non? De 1960 à 1965, un coup d'État. De 65 à 97, un coup d'État aussi. De 97 en 2001, la mort d'un président qui était tué en fonction. Donc, l'enchaînement des événements malsains qui est dit par rapport aussi à la mauvaise gestion à qui nous pouvons aussi remettre la responsabilité sur base de la classe politique et son système politique. Donc, il y a sur certains points, dans les termes, dans une matière très simple, on peut prendre sur le plan politique, le Congo n'a pas avancé. On fait le cercle vicieux. On fait le cercle vicieux et on tourne en rond. Parce que vous allez prendre les anciens mobutistes, c'est là que tu avec Mobutu. Une fois que Kabila est venu au pouvoir, ils ont fait ça pendant 2 ou 3 mois, quelques mois plus tard, ils sont devenus des kabilistes. Kabila le père. Une fois que Kabila le père a été tué, les anciens kabilistes pères sont devenus les kabilistes fils. En devenant les kabilistes fils aussi, une fois qu'ils ont fait 18 ans au pouvoir, chacun a tiré les draps de son côté, ils se sont enrichis d'une manière illicite. Quand Tshisekedi est venu, on a même des exemples. Lorsqu'ils ont vu que leurs intérêts sont maintenant bafoués, Kabila n'a plus du poids, il n'a plus la stratégie pour les protéger par rapport à leurs intérêts. Ces mêmes kabilistes-là, ils ont encore basculé pour l'union sacrée, soit ils ont encore basculé pour devenir les vrais Tshisekidistes. C'est ce qui fait en sorte aujourd'hui que les Congo n'avancent pas. Pourquoi? Les gens sont beaucoup plus occupés par rapport à leurs fonctions, leurs propres intérêts que les intérêts de la population. Et pourtant, quand nous prenons l'article 5, on dit que tout pouvoir émane du peuple, il exerce par ses représentants. Nous sommes dans un système démocratique. Nous ne sommes pas dans une jungle. Le peuple est représenté par ses élites. Dans l'Assemblée nationale, le Parlement, nous avons la Chambre haute et la basse chambre, qui est l'Assemblée et les Sénats. Mais lorsque nous vous remettons une responsabilité pour aller nous représenter, cela ne veut pas signifier que vous êtes les plus intelligents. Non, c'est parce que vous relevez de notre confiance. Mais qui est ce député-là, une fois qu'il est tourné aux affaires, qui a déjà initié même les projets pour la construction de la route nationale? Chaque fois, je plaide pour ça. Parce que si le Congo aujourd'hui est réunifié, toutes les provinces réunifiées, je vous dis, déjà la classe sociale, la basse classe, là, va se déclencher sur beaucoup de plans. Quelqu'un qui a peut-être un capital de 2 millions de francs congolais. Mais de quitter ici vers peut-être Kalemi, il peut dépenser 300 000 juste pour les transports. Les marchandises qu'il va payer et aussi certains services de l'État qu'il va trouver en cours de route. Vous voyez, ça va réduire encore les coûts par rapport à son capital. Mais une fois la route est asphaltée, avec un petit capital de 2 millions de francs, les messieurs peuvent faire des courses, aller comme un retour, et ça donne la rentabilité par rapport à la classe sociale. Donc, on a résolu la question qui est liée par rapport au chômage, la question qui est liée par rapport au manque peut-être des denrées alimentaires. Par exemple, parce que les Congos tels que vous le voyez ici, là au village on exploite. Mais ce qui fait en sorte que les aliments n'arrivent pas dans des centres urbains comme ça, c'est par manque de routes économiques. Mais une fois que nous avons des routes économiques qui réunifient les pays, on n'aura plus le temps encore d'aller importer, soit exporter la tomate, donc presque checker comme les denrées alimentaires dans les pays voisins. C'est ça même, parce que l'objectif principal de toute politique publique, c'est améliorer les conditions de vie des compatriotes. Parce que lorsqu'un président est élu comme président, il a déjà un programme déjà établi, il a déjà son agenda, mais une fois qu'il est aux affaires, il faudrait qu'il puisse mettre ça en applicabilité. Et les agendas sont beaucoup élaborés sur base des hydratats. Les hydratats, c'est manque d'eau potable, manque de routes économiques, manque des systèmes éducatifs, manque des hôpitaux, tout ça, c'est qui veut construire les hydratats. Mais qui est cette autorité congolaise-là, une fois qu'il est au lit aux affaires? Parce que ce n'est pas l'effet qu'on vous nomme en étant comme ministre que vous devez vous régir, pour moi. Donc, c'est selon vous, le Congo n'a pas évolué sur le plan politique à cause de la même classe politique qui s'est répercute et son système politique. Malgré les institutions qu'on a aujourd'hui, malgré la constitution qu'on a, tout ce qu'on a. Je pense que même dans une maison, lorsque le papa constate que ma maison ici n'est plus bonne, il faut changer la couleur, non? Mais on change pour un bon résultat.
Bon, nous avons quitté le système dictatorial de Mobutu pour basculer dans le système démocratique imposé par Kabila, la constitution, les institutions. Avec tout ce qui a été fait là, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Rien n'a changé dans notre pays. Vous allez voir que mieux vaut même le système dictatorial de Mobutu, parce qu'avec Mobutu, nous avons quand même un bilan positif par rapport à ce qu'il a à nous faire. Ouais. Mais aujourd'hui, avec le système démocratique, c'est comme un système qui est venu renforcer encore un Congolais pour commencer à voler, détourner, piller l'argent des paisibles citoyens. Pourquoi? Ça relève maintenant des compétences de protection. Donc, bon, comme nous sommes dans un parti politique, mon cher, on fait ceci. Vous, on vous envoie du côté justice, l'autre on l'envoie du côté économie, l'autre on l'envoie du côté sécurité. Et une fois que celui-ci va voler et qu'on va chercher à lui poursuivre par la justice, celui qui est dans la justice viendra aussi lui couvrir, celui qui est dans la sécurité viendra lui couvrir. Donc, ils se protègent entre eux-mêmes et les choses n'avancent pas. Et la population qui a même donné les mandats de pouvoir, cette capacité d'exercer à leur nom, ils ne parviennent pas à se retrouver. Le mal est basé par rapport à notre système politique et sa classe politique à qui nous devons lutter. Il faudrait que les jeunes Congolais aujourd'hui comprennent que le Congo n'a pas besoin pour son évolution par rapport à une X ou un Y. Il faudrait que nous puissions mettre en applicabilité les idées innovatrices provenant de nous-mêmes là. Nous définissons des bonnes politiques. Nous avons plus de 900 partis politiques, mais les partis politiques n'ont pas si parvenu à réussir comment résoudre la question de la jeunesse congolaise aujourd'hui. Quand nous prenons notre pays, on vous dira que la RDC est constituée de 120 millions d'habitants. Sur 120 millions d'habitants, c'est la jeunesse qui constitue au moins 70% de la population. Mais il y a un dicton russe qui dit « Une jeunesse non instruite aura pour nation faible ». Mais si les autorités ne parviennent pas à encadrer, faire la réintégration sociale pour la jeunesse congolaise aujourd'hui, mais qu'est-ce qui deviendra le Congo de demain? Et si nous aussi, la jeunesse d'aujourd'hui, on ne fait pas attention pour comprendre exactement que nous avons des sortes de la jeunesse. Il y a une jeunesse extra-système et la jeunesse inter-système. C'est dit par rapport à quoi? Il y a cela dont les parents ont déjà tracé le chemin. Son papa dans le gouvernement, il est ministre, il est député, il est général, il occupe une fonction DG d'une entreprise X ou Y. C'est ces gens-là, quel que soit ce qu'ils possèdent comme la qualité de la conscience, la qualité de l'intellectualisme, même s'il est moindre par rapport à vous, mais du fait que son papa a tracé un chemin pour lui, qu'il appartient à oui, c'est déjà un favoritisme pour lui, viendra encore occuper une fonction X ou Y. Parce que même la France n'a pas si parvenu à supporter les comportements des anciens rois à l'époque. Parce que vous avez vu, la France s'est révoltée. Parce qu'on ne libère pas un peuple. Le peuple se libère de lui-même. Il faudrait que nous puissions nous libérer. En état scientifique, je n'incite pas la jeunesse à aller faire des actes de banditisme. Non, je parle par rapport à une révolution scientifique et mentale. Il faut que nous révoltons scientifiquement, que nous mettons sur pied un système démocratique qui est basé par rapport à la méritocratie. Chaque jeune Congolais qui peut finir les études, qu'il soit engagé dans les services publics par un concours, parce que lorsqu'on fait un concours, il y a toute une procédure. On fait l'appel à la candidature, l'appel à la candidature, sélection des candidats, formation et affectation. Lorsqu'on dit ici, sélection des candidats, là c'est soumis et c'est sanctionné par rapport à un test ou bien un examen. Une fois qu'on va sélectionner les candidats par un examen, on va tailler les personnes qui ont répondu aux critères d'un examen posé. Donc là, on prend sur base de la méritocratie, de la capacité de la personne et la compétence qu'il possède. La formation, c'est pour former la personne afin qu'il puisse comprendre ce qu'il doit vraiment aller appliquer dans l'organisation des services qu'il a été affecté. Il faudrait que le gouvernement congolais puisse commencer à mettre en applicabilité les systèmes scientifiques de la méritocratie liés par rapport à un examen soumis pour les tests d'embauche. Cela nous évitera au moins les favoritismes liés par rapport à un parti politique, un système politique. Quoi qu'il en soit, vous allez voir que les choses vont changer et chaque personne occupera une fonction partant de ce qu'il a comme compétence et le Congo peut s'émerger à partir de cela. Voilà. Alors, honorable, comme je le disais, est-ce que sur d'autres plans, bon, d'ailleurs, je ne voulais pas rencontrer vos dires par rapport à M. Junior Menji qui pense que nous faisons un cercle vicieux depuis l'indépendance sur le plan politique, mais sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et tout, y a-t-il des avancées où nous stagnons aussi comme M. Junior est en train de le dire?
Bon, pour ne pas être dans un sens opposé avec mon co-débatteur sur le plateau, en tout cas, moi je reste dans ma logique. Okay. Moi, je dois dire que jusque-là, nous avons déjà connu des progrès. Okay. Malgré le fait que le même visage revienne souvent dans les affaires, mais cela ne fasse pas aussi les efforts consentis jusque-là. Là, mon co-débatteur sera d'accord avec moi. Alors, sur d'autres plans, M. Jourdain, il faut noter que la RDC, quand bien même c'est un pays solution, puisqu'il faut noter que la RDC est un pays stratégique au cœur de l'Afrique, dont les intérêts de ce pays ne dépendent pas seulement de sa population, mais dépendent aussi de toute la population africaine et aussi des étrangers à l'international, voulais-je dire. Aujourd'hui, si vous regardez, vous verrez que la RDC a signé des partenaires avec l'Amérique. Ce n'est pas pour son peuple. Si la RDC a signé le partenariat avec l'Amérique, c'est par ces ressources que le pays émerge dans sa biodiversité. Mais il faut noter que malgré toutes ces potentialités de minerais qu'il a, les cobalt, les cuivres, les or, les diamants, ainsi que ce qui va avec, vous verrez que le pays n'avance pas dans ce sens, puisque dans la vie sociale aujourd'hui, qu'on ne se vale pas la face, la RDC n'a pas de progrès. Nous avons le président, lors de son discours, il avait parlé de plus de, je ne sais pas si c'est 180 000 de terres arables, d'hectares de terres arables. Mais vous verrez que, comme mon co-débatteur vient de le dire, nous importons. Cela veut dire, du côté social, il n'y a pas de progrès. Nous avons de mer, nous avons des lacs, nous avons des eaux qui peuvent nous produire du courant. Vous-même, vous avez vu avec les Inga. Les Inga, d'ailleurs, l'Inga n'est pas utilisé, exploité convenablement. Vous verrez que les pays qui devraient être solutions énergétiques, aujourd'hui, les pays commencent à importer. Ça, c'est dans ces systèmes, dans ce secteur, voulais-je dire, le pays n'a pas connu des avancées. Et là, il y a un problème. C'est par là que nous, la population, nous allons faire pression à ce que, comme du côté de la politique, les choses ont essayé un peu de changer, les mêmes choses peuvent aussi changer, bouger du côté de la vie sociale, puisque aujourd'hui, la classe congolaise a des endroits limités dans les affaires. Vous verrez que la population vit avec moins d'un dollar par jour. Ça, c'est incompréhensible pour un pays qui émerge dans son sein des cobalt, des cuivres, des diamants, l'or et tout ce qui va avec. Ça, en tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas de progrès. Vous verrez que même l'électricité, il y a des quartiers, ici dans la ville de Lubumbashi, il y a des quartiers qui ne sont pas au village, mais dans la province, qui manquent d'eau, qui manquent du courant. Et pourtant, la RDC a tout ce qu'il faut pour avoir l'eau et du courant. Je pense que la classe politique aujourd'hui devrait se faire aussi référence. Quand bien même du temps des Belges, ce n'est pas toutes les communes qui possédaient de l'eau, mais quand même, il y avait quand même de la différence. Vous verrez que quand nous, on grandissait, dans notre quartier, là où moi j'ai grandi, il y avait de l'eau. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau. Là, ce ne sont pas des progrès. Vous verrez qu'on est en train de reculer au lieu d'avancer. Là, vous contredisez. Non, je parle sur le plan social, je ne parle pas sur le plan politique. Voilà, alors, vu que vous parlez déjà sur le plan social, il y a quelque chose que vous décriez aujourd'hui dans les entreprises avec ce que font les étrangers, notamment les Zambiens, les Tanzaniens, et ce qui risque peut-être un jour de nous amener à vivre comme ce qui se vit en Afrique d'ici d'aujourd'hui. Quel est votre message par rapport à ça? Comment vous trouvez ces pratiques, ces étrangers qui des fois acceptent certaines choses qui ne sont pas acceptées par les autochtones ou les fils du pays dans les entreprises? Et déjà, M. Jourdain, il faut noter que ça, c'est un risque. C'est un risque puisque nous, en tant qu'ambassadeurs de jeunes, nous, en tant que le jeune conscient, nous savons ce que ça peut engendrer à la longue. Puisque aujourd'hui, les gens condamnent les Sud-Africains parce qu'ils font des marches, les autres crient à la xénophobie. Mais moi, je dois vous dire qu'il faut beaucoup tirer attention, qu'on ne parle pas des choses parce que nous pouvons les parler. Mais il fallait qu'on exploite d'abord les choses. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud? Nous, les pays africains, on part accepter l'argent que les autochtones ne peuvent pas accepter. Un travail de $500,
Quand on te pose $200, tu acceptes. Maintenant, un autochtone qui dictait la loi pour $500, on commence à lui dire, si toi tu refuses, on va aller prendre un Sud-Africain, on va aller prendre un Tanzanien. Et ça, c'est un danger. Ça s'est passé en Afrique du Sud, les Sud-Africains ont crié. Ce n'est pas, quand bien même ils font le marche, ce n'est pas la première marche, ils ont d'abord parlé, ils ont signifié ça aux autorités. Mais aujourd'hui, voilà là où nous sommes. C'est la même occasion aussi que je profite de tirer, de parler aussi à nos autorités, de bien vouloir faire la descente dans plusieurs entreprises congolaises, puisque déjà, ce système commence à s'installer petit à petit. Aujourd'hui, dans les entreprises chinoises, qui travaillent au Congo, vous verrez que les salaires d'un chauffeur poids lourd, ça commençait de $600 jusqu'à 800, voire même 1000. Mais avec l'arrivée de certains Tanzaniens, de certains Zambiens, ces gens-là commencent à dicter leur loi, puisque déjà, les Chinois aiment travailler, et nous, les Congolais, nous voulons aussi travailler, mais nous ne pouvons pas travailler parce que vous voulez qu'on travaille. Nous allons travailler dans les normes du travail. Quand il y a les jours fériés, soit on se repose, soit vous nous payez, vous nous demandez service, puisque c'est dans nos droits, vous nous demandez service, vous nous payez, on travaille. Donc les étrangers, eux, ne respectent pas les jours fériés. Les étrangers ne respectent pas, les étrangers acceptent l'argent que les Congolais n'aiment pas. Quand on vous dit, aujourd'hui, vous allez travailler, même si c'est férié, les étrangers acceptent. Mais lorsque les Congolais refusent, ils sont réprimandés. Ils reçoivent des menaces. On lui dit, si vous refusez, on va d'ailleurs vous chasser du boulot pour prendre les Tanzaniens. Mais c'est un risque élevé, puisque les jours que ces Congolais-là vont se révolter, est-ce que les autorités diront aussi que non, c'est de la xénophobie? Je ne pense pas. Il est temps que les autorités comprennent qu'il faut faire des descentes. D'ailleurs, c'est sur votre plateau ici que j'avais décrié pour le SMIC. On a parlé du SMIC. On a parlé du SMIC. Aujourd'hui, je dois vous dire que quand même, merci aux autorités. Est-ce que le SMIC est respecté aujourd'hui? Aujourd'hui, quand même, c'est respecté. Merci aux autorités, quand même, ils se sont impliqués. Aujourd'hui, on commence à vivre les effets du SMIC. Ceux qui touchaient $150 commencent à toucher $300. Voilà. Ceux qui touchaient 400, ainsi de suite. Mais là, ça va, ce sont des félicitations avancées. À nos autorités. Oui, c'est félicitations à nos autorités. Mais là, il y a un risque à perdre déjà les avancées déjà consenties. Il faut aussi descendre, comme je l'avais dit autrefois, faire de tout de votre mieux, que les inspecteurs du travail descendent dans le milieu du travail aussi, qu'ils puissent acquérir de ce qui se passe, puisqu'il y a beaucoup encore à faire, et surtout avec ce système, quand un Chinois vous dit, il faut qu'on puisse chasser les Congolais, qu'on aille chercher les Tanzaniens et les Zambiens. Et d'ailleurs, la question que je me pose, M. Jourdain, tous ces Tanzaniens qui sont dans des entreprises, tous ces Somaliens, tous ces Zambiens ici, est-ce qu'ils ont les permis d'exploitation? Est-ce qu'ils ont les permis du travail dans notre pays? Mais je ne pense pas. Or, ces permis existent. Mais vous verrez, les gens là arrivent. Les autres n'ont même pas de passeport. Les autres entrent d'une manière clandestine. Mais vous le verrez dans des entreprises, ils dictent les lois. Et là, il y a risque que les Congolais se lèvent un jour, que les autorités et d'autres pays parlent de la xénophobie. C'est pourquoi aujourd'hui, on est venu encore décrier pour que vous, en tant que les maîtres de la presse, que vous puissiez nous faire parvenir ces messages encore une fois de plus aux autorités. Voilà, M. Junior, un mot par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup, chers camarades, collègues, amis et frères, compatriotes congolais, Gilbert Kaninda. Alors, monsieur Jourdain, pour au moins peut-être... Oui, allez-y, on doit parler autre chose. Oui, moi je demande à ce que chaque service au moins puisse conjuguer les efforts de commencer à voir ce qu'on appelle le système de terrain. Donc, il faut commencer à faire la descente sur terrain pour vérifier comment est-ce que nos frères congolais sont exploités par certains sujets chinois. Les expatriés doivent respecter les lois de la République et même les travailleurs congolais. J'avais reçu une information pour dire que la majorité des Congolais qui exploitent, soit qui œuvrent dans des entreprises d'expatriés, ils n'ont pas de congés, même pas de vacances. Voilà. Et ce n'est pas... C'est vraiment décevant de voir que moi, je suis chez moi à la maison, quelqu'un qui vient d'un autre État vient m'imposer ses propres lois sur le système de travailler. Et pourtant, il est censé se soumettre à ce qui était déjà dit par les codes miniers congolais, les codes de travail. Il faut qu'il me respecte parce que c'est moi qui suis le propriétaire de ma terre. Alors, c'est là nous déplorons aussi et que nos autorités ne puissent pas être en connivence avec les expatriés juste à cause des monnaies, soit des billets verts qu'on les remet. La dignité congolaise doit aussi être respectée parce que la vie humaine est sacrée comme la Constitution elle-même l'estime. Voilà, je commence avec vous, dossier Constant Moutamba. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans l'entame de cette émission, vous êtes cadre de la NOJEC.
Quel est votre sentiment aujourd'hui avec ces programmes de l'audience qui est fixé pour Constant Mutamba? Pensez-vous qu'il y aura quelque chose de bien pour lui? Peut-être que justice sera enfin rétablie à son égard? Merci beaucoup, M. Jourdain. Je pense d'abord la Constitution, à son article 149, nous dit ceci. Toutes les décisions de la justice sont prises au nom des chefs de l'État et sont prises au nom de la population, mais exécutées au nom des chefs de l'État. C'est pour ma première fois dans ce pays de voir une personne qui est poursuivie par la justice, à qui on a collé une image négative d'avoir détourné, mais dont la population lui défend matin, midi comme soir. Je prends une exemplarité. Les Congolais ont suivi, bon, quand nous avons tous suivi les différents procès qui sont succédés ici, les gens qui ont détourné l'argent. Mais aucune autorité congolaise n'a été soutenue comme Constant Mutamba. Cela déjà va revenir parce que le pouvoir tire sa confiance, soit sa source dans la population. Une fois vous les rêvez de ce qu'on appelle la légitimité populaire, vous êtes déjà une autorité. Constant Mutamba a volé, a détourné, oui. Mais la population qui vous défendait, qui est Constant Mutamba a donné l'argent de la population, la même personne là reste défendue par la population. Donc il y a l'ambition. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les attributions du chef de l'État pour accorder la grâce présidentielle à une autorité, à un Congolais digne qui peut être condamné par quelque chose d'autre qu'il n'a pas connu, je demande si cette capacité et compétence revient uniquement au chef de l'État. Le chef de l'État aujourd'hui a l'obligation de nommer les personnes les plus exceptionnelles dans des fonctions exceptionnelles afin d'assurer une bonne administration exceptionnelle pour lutter contre la crise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout Congolais qui est fier du travail bâti par Constant Mutamba. Aucun Congolais, qu'il soit d'ici d'ailleurs ou de la diaspora, ne peut faire le profil bas par rapport au travail bâti par Constant Mutamba. Lorsqu'il avait occupé les ministères de la Justice, il a ramené plusieurs choses dont même aujourd'hui sont bénéficiaires. Constant Mutamba, il est les parrains, je peux dire les parrains, soit les cofondateurs, même l'initiateur de l'idée liée par rapport au parquet financier qui ont commencé à traquer tous les détourneurs dans les milieux du gouvernement. Constant Mutamba, il est le seul ministre depuis l'accession à l'indépendance de la justice qui a quand même initié l'idée de construire la prison. Constant Mutamba est le seul ministre de la justice aujourd'hui qui a amélioré les conditions de vie des prisonniers, commençant par Makala et d'autres prisons comme c'était déjà un projet en cours. Alors c'est pourquoi nous demandons aujourd'hui au chef de l'État. Donc vous pensez que Constant Mutamba a été accusé à tort? Il a été accusé à tort parce que même quand nous suivons l'ensemble donc lorsque nous prenons la procédure du procès, vous allez voir que c'est un procès qui est vide. Pourquoi? Parce que selon ce qui a été fait, Constant Mutamba a commis une erreur administrative. Lorsqu'on appelle la question d'une erreur administrative, on doit se baser sur la cour administrative parce que notre pays déjà ce qu'on appelle la cour administrative. Mais comment est-ce que nous pouvons quitter de la cour administrative vers les instances judiciaires? Pourquoi? Parce que déjà la classe politique congolaise n'aime pas les gens qui apportent la lumière, n'aime pas les gens qui disent la vérité. Une fois quand vous êtes ami de la vérité, vous devez savoir directement qu'avec le système politique congolais qui est basé sur les mafias, les détournements, la protection entre les gens qui parviennent à détourner l'argent de la population, on va vous haïr. Mais il faut chercher maintenant une image pour saluer les gens qui disent la vérité. Même nous les autres ici. Parfois, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore trop poursuivis parce qu'on n'est pas encore sur la projection. Nous sommes encore dans l'ombre. Mais une fois que nous serons aux affaires, comme nous avons des bons projets pour ce pays-ci, on va toujours aussi nous coller des mauvaises images. Mais n'oubliez pas qu'on ne peut jamais faire arrêter une étoile. L'étoile reste étoile. Constant Mutamba relève aujourd'hui de la confiance de la population congolaise. Nous demandons sa libération, qu'il soit libéré afin de continuer un bon travail pour l'émergence du Congo parce que nous avons besoin de faire émerger notre pays. On ne va pas émerger les pays avec les mêmes visages, avec les mêmes systèmes. Il faut d'abord commencer par dissiper l'obscurantisme des zones d'ombre qui règnent au sein de notre classe politique en définissant des bonnes politiques comme cher Constant Mutamba l'a fait, créer un parquet financier, bancariser les faits de la justice, amélioration des conditions de vie des prisonniers, construire de nouvelles prisons. Tout ça, ça fait partie d'un bon bilan d'une personne qui avait quand même l'ambition, l'excès de changer les choses, ce qui a beaucoup trahi Constant Mutamba. Cet amour par excès de patriotisme aujourd'hui, ce qui est de la base, qu'il se voit aujourd'hui être embourbé dans des histoires dont il ne maîtrise même pas et qu'il ne connaît même pas. C'est pour ma première fois dans ce pays, la personne qui est poursuivie, mais l'argent dont on parle, qu'il a volé, ça a été remboursé dans la caisse par l'État.
L'État même a eu la facilité de faire quoi ici, de faire de tracer l'argent et de reprendre même cet argent, de récupérer cela. L'État congolais a l'argent dans ses mains. Donc il n'a pas détourné. Il n'a pas détourné. Comment un détournement dont vous avez récupéré l'argent? Qu'on le laisse libre, qu'il vienne continuer avec le travail. Tous n'avons besoin de personnes. Vous pensez que l'audience du 17 va apporter quelque chose de bon pour Constant Moutamba? Bon, si la justice est indépendante, Constant Moutamba sera libéré le 13. Mais si quand vous dites si? Si la justice, donc c'est une supposition, donc il y a des cas ici. Si notre justice est réellement indépendante, Constant Moutamba sera libéré parce qu'il apportera toutes les preuves tangibles pour témoigner sa présomption d'innocence. Mais si notre justice est encore influencée derrière les gens qui ont le pouvoir, derrière les gens qui n'aiment pas la vérité, derrière les ennemis du Congo, il va encore poursuivre sa peine. Voilà. Mais ce que nous demandons, c'est que les attributions liées par rapport à la grâce présidentielle relèvent directement de la compétence du chef de l'État. Cela, il ne peut même pas demander une institution, il ne peut même pas demander un conseiller ou bien un ministre. Cela relève uniquement de sa compétence. Que le chef de l'État puisse signer au moins une ordonnance de la grâce présidentielle afin de mettre Constant Moutamba pour que nous puissions aujourd'hui faire une casting forte pour lutter contre toute forme d'obscurantisme lié par rapport aux inégalités sociales, du mafia et du détournement de l'argent dans notre pays. Merci, M. Junior. Le message est passé. M. Gilbert Kaninda, un mot sur le dossier Constant Moutamba parce que nous sommes en train de chiter déjà avec cette émission. Ah, ok. Il faut d'abord qu'on se pose la question. Les procès fixés les 13. C'est pour les 13. Le procès qui est fixé pour les 13, ça fait suite au même procès pour lequel Constant Moutamba a été arrêté. Exactement. Ou soit ça fait partie d'un nouveau procès, puisque déjà il faut savoir, au moins si j'ai été mal informé, il y avait encore un procès de Frivao qui était en gestation, dont un monsieur se disait prêt à témoigner. Je ne sais pas si c'est en défaveur ou en faveur. Et ce procès-là, on avait fait appel à Constant Moutamba. Constant Moutamba n'était pas venu et il y avait des spéculations, soit disant qu'il était malade. Mais si ce procès, ça fait référence à sa condamnation, nous, on pense que peut-être il y avait eu quelques marges d'erreur dans la manière de procéder de son procès, puisque quand même, il faut qu'on se le dise, ce procès n'a pas été vraiment très bien équitablé, puisqu'on a vu, l'argent était là, on a tracé l'argent, on a eu, il y avait eu même des témoignages qui s'est compliqué, l'autre parlait en bien, l'autre parlait en mal. Vous voyez qu'il y avait une certaine culpabilité pour incarcérer Constant Moutamba. Mais il faut quand même qu'on se dise, jusqu'où on doit aller avec ce système. Nous demandons que les choses changent. Mais les gens qui amènent les changements, c'est les mêmes gens qu'on est en train de traquer. Vous voyez que déjà la justice commence à nous énerver tout petit peu. Je prends l'exemple de mon confrère, mon collègue Emmanuel. Il a été accusé à tort. On a vu comment on a fait du chantage pour ces jeunes d'extra-système. On a vu. Et aujourd'hui... Donc vous pensez que le dossier Moutamba, c'est une façon, comme lui a décrié les problèmes de la classe politique, vous pensez que c'est une façon d'écarter la jeunesse ou la nouvelle classe? Oui, puisque aujourd'hui, si vous regardez bien dans la manière de procéder de notre pays, les papas qui sont au pouvoir n'aiment pas lâcher. Les papas n'aiment pas voir les jeunes prendre le relève, n'aiment pas les jeunes changer les choses. Quand Moutamba est venu, monsieur le journaliste, vous êtes témoin oculaire des efforts consentis par Constant Moutamba. Moutamba a été aimé par la population, non par ses discours, mais par le fait, par les choses que Moutamba faisait. Moutamba a fait des descentes, même dans le milieu que d'autres ministres n'avaient jamais piétiné. Mais Moutamba a fait des descentes. Moutamba, il était obligé de voir la situation de près, que de prendre les appels. Moutamba a mis un numéro d'alerte, même si tu es à Kambov, même si tu es à Kolwezi, même si tu es où, il suffit d'appeler ce numéro-là. Ce n'est pas un répondeur, mais c'est Moutamba qui te répond et qui fait à ce que... Parce qu'il y a quand même des témoignages. Il y a des gens même ici à Kolwezi, même à Likassi. Au travers de ces numéros que Moutamba avait mis, les gens ont récupéré des parcelles, des voitures perdues. Vous voyez déjà, ce sont les jeunes qui sont venus dans les affaires, pas pour eux, mais pour la population congolaise. Mais avec ces gens qui se croyaient bien faire les choses, commencent à voir les effets que les jeunes commencent à produire, ils se sentiront menacés. C'est pourquoi vous avez vu, Moutamba a été fait de toutes les façons pour qu'il soit écarté. Quand même, Dieu merci, on a vu quand même la population commence à comprendre que non, il faut que ces messieurs reviennent au pouvoir et qu'ils reviennent aux affaires. Je pense que
avec ce procès du 13, on peut attendre quelque chose de bien. Voilà, je crois qu'on a fini cette émission. Permettez un petit mot de conclusion, en tout cas un tout petit mot, s'il y en a bien sûr. Merci beaucoup, M. Jourdain, d'abord pour l'invitation. Ce que moi je voulais demander, je voudrais en sorte que la jeunesse congolaise aujourd'hui, nous puissions nous lever tous comme un seul homme, parce qu'ici, il s'agit d'un combat générationnel. Si nous continuons à nous endormir, les vieux nous prendront encore en otage, ils vont imposer leurs enfants dans les différents postes. Les pays n'appartiennent pas à une génération, mais les pays appartiennent à tout Congolais qui a une idée innovatrice en fait d'apporter aussi quelque chose de bon pour les médias de notre pays de développement. Et c'est par ces petits propos que mon organe prend congé de vous et c'est par la permission des autres Congolais que ma langue perd sa salive. Voilà, merci. Honorable, un dernier mot. En tout cas, je dis merci à toute l'équipe de On en parle TV pour la considération faite à notre personne et merci aussi à toute la population congolaise, à toute la classe de la jeunesse qui nous fait encore confiance et qui compte encore sur nous. Je pense que demain sera meilleur si nous sommes ensemble. Voilà, merci d'avoir suivi On en parle. Restez branchés. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans un autre épisode. Ciao.